Je m'appelle Rebecca Anderson, et j'ai appris très tôt qu'être sous-estimé est la position la plus puissante que l'on puisse occuper. Pendant 15 ans, ma famille m'a traité comme sa tête de turc préférée. La fille qui n'arriverait jamais à rien. La sœur incapable de comprendre les concepts de base du commerce. La déception qui occupait un petit poste de débutante au gouvernement, pendant que mon frère Marcus, lui, bâtissait son empire industriel. Ce qu'ils ignoraient pourrait remplir des bibliothèques. Mais je m'avance un peu. Laissez-moi vous ramener là où tout a vraiment commencé. Pas à ce dîner de Thanksgiving, mais 7 ans plus tôt, quand j'ai pris une décision qui allait tout changer. En tant que Benjamin des Anderson, j'ai vu mon frère Marcus recevoir tous les avantages. Des tuteurs privés en commerce dès l'âge de 14 ans, une bourse complète pour Wharton, un fonds d'amorçage de 500 000 $ obtenu grâce au contact de papa pour lancer Anderson Manufacturing alors qu'il n'avait que 25 ans. Pendant ce temps, moi, j'avais droit à des leçons sur les attentes réalistes et l'importance de connaître ses limites. Rebecca, ma chérie, disait maman avec ce ton particulier de sollicitude condescendante, tout le monde n'est pas fait pour les affaires. Peut-être devrais-tu envisager l'enseignement ou le métier d'infirmière. Quand j'ai annoncé que je me spécialisais en économie et en mathématiques dans une université publique, en finançant tout grâce à mes bourses, papa a littéralement ri. L'économie ? Ma puce ? C'est pour les gens qui vont s'en servir. Qu'est-ce que tu vas faire ? Travailler dans une banque ? Marcus était pire. De 5 ans mon aîné, il dirigeait déjà sa start-up industrielle. Il transformait chaque réunion de famille en une occasion de souligner mes insuffisances. Rebecca ne comprend toujours pas la différence entre le bénéfice brut et le bénéfice net, annonçait-il à ses partenaires commerciaux lors des dîners du dimanche. J'ai essayé de lui expliquer 3 fois. Je le comprenais parfaitement. J'avais simplement appris très tôt que le corriger signifiait des heures d'explication condescendante, avec papa qui soutenait l'expertise de Marcus. Alors, j'ai souri, j'ai hoché la tête, et j'ai tranquillement obtenu mon diplôme summa cum laude, avec une double spécialisation en économie et en mathématiques appliquées. Mon premier emploi était chez un petit sous-traitant du gouvernement à Washington, Sterling Solution Group. Le nom semblait ennuyeux. Il était censé paraître ennuyeux. C'était tout l'intérêt. « Qu'est-ce que tu fais là-bas, ma chérie ?» me demandait maman à Noël. De l'analyse de données, des trucs vraiment arides, des rapports gouvernementaux, de la documentation de conformité. Leurs yeux devenaient vitreux. Parfait. Ce que je faisais réellement, c'était construire des modèles financiers prédictifs pour des agences fédérales. Des modèles qui sont devenus si précis, si précieux qu'en l'espace de 3 ans, Sterling Solution Group recevait des offres de sociétés de capital investissement qui avaient entendu des rumeurs sur leur arme secrète. Cette arme secrète, c'était moi. À 26 ans, j'avais des parts dans l'entreprise. À 27 ans, j'étais courtisée par des sociétés d'investissement. À 28 ans, j'avais vendu ma participation dans Sterling pour 18 millions de $ et lancé ma propre société de capital risque, spécialisée dans la technologie de fabrication. Je l'ai appelée Blackstone Venture. Un nom assez générique pour passer inaperçu, mais assez professionnel pour être pris au sérieux. Et je n'en ai parlé à absolument personne dans ma famille. Alors, tu fais toujours ton truc au gouvernement ? M'a demandé Marcus lors de mon 29e anniversaire, organisé chez lui, bien sûr, pour exhiber sa nouvelle propriété au bord du lac. Toujours là-bas ? Ai-je confirmé en coupant mon steak. Même bureau, même rapport. Ça doit être agréable, a ajouté sa femme, Jennifer, avec un sourire mielleux. Si stable, pas de stress. Pas comme Marcus, il dort à peine avec tout ce qu'il a à gérer. Marcus se rengorgea. Anderson Manufacturing avait atteint un chiffre d'affaires annuel de 50 millions de $. Il ne manquait jamais une occasion de le mentionner. Comment avance l'expansion ? Lui a demandé papa, m'ignorant complètement. Incroyable. Nous agrandissons l'usine du Midwest, en intégrant de nouvelles technologies d'automatisation. Les besoins en capitaux sont importants, mais nous avons des investisseurs intéressés. J'ai pris une autre bouchée. Je savais exactement de quels investisseurs il parlait.
J'avais passé 3 semaines à analyser les projections financières de son entreprise, sa position sur le marché et sa trajectoire de croissance. Anderson Manufacturing était impressionnante, non pas grâce au flair de Marcus pour les affaires, mais malgré celui-ci. Il avait un bon instinct pour les processus de fabrication, mais une discipline financière désastreuse. Ses comptes étaient un chaos d'expansion surendettée et d'allocation de capital douteuse. Mais le cœur de métier était solide, la technologie de pointe, la position sur le marché défendable. Alors, quand son directeur financier a discrètement sondé le terrain pour un investissement de 127 millions de dollars afin de financer une expansion majeure, j'ai structuré une offre. Je l'ai fait via 3 sociétés écrans et un trust qui me rendait complètement invisible. La proposition était simple, une dette convertible avec des sièges au conseil d'administration occupés par mes représentants, des rendements garantis et des contrôles financiers stricts. Marcus obtiendrait son capital d'expansion. J'obtiendrais un droit de regard, et une voie vers une participation majoritaire en cas de défaut de sa part. Mon avocat a présenté l'offre par les canaux officiels. Marcus n'a jamais su que j'étais dans la pièce, métaphoriquement parlant. Un investisseur anonyme basé à l'étranger, lui a dit son directeur financier, selon mes sources. Très sophistiqué, très discret, mais les conditions sont les meilleures que nous puissions obtenir. Marcus a signé sans hésiter. Pendant 2 ans, j'ai observé depuis l'ombre comment mes 127 millions de dollars transformaient son entreprise, nouvelles installations, robotique de pointe, chaîne d'approvisionnement rationalisée. Le chiffre d'affaires d'Anderson Manufacturing a grimpé à 340 millions de dollars par an. Marcus s'en est attribué tout le mérite, naturellement. Vous savez ce qui distingue les gens qui réussissent des autres? Professait-il lors des réunions de famille. La vision, la pensée stratégique, la capacité de voir des opportunités que les autres manquent. Je souriais et lui demandais de me passer les pommes de terre. Pendant ce temps, mon portefeuille de capital risque s'est élargi à 11 entreprises, 4 sorties réussies, 7 investissements en cours. Valeur totale du portefeuille, 680 millions de dollars. Je vivais dans un modeste appartement à Arlington. Je conduisais une Honda de 7 ans. Je portais des vêtements de chez Target. Toujours à ce poste au gouvernement? Me demandaient des parents éloignés. Toujours là-bas, et toujours célibataire. Concentré sur ma carrière. Ils hochaient la tête avec compassion, comme si j'avais besoin de leur pitié. Le mercredi avant Thanksgiving, maman a appelé. Rebecca, ma chérie, nous devons discuter de quelque chose. Mon estomac s'est noué. Ce ton n'annonçait jamais rien de bon. Marcus amène des personnes très importantes au dîner de Thanksgiving, a-t-elle poursuivi. Des investisseurs potentiels, des partenaires commerciaux. C'est une grande opportunité pour lui. D'accord. Donc, nous avons besoin que tout le monde se tienne à carreau. Professionnel, sophistiqué. Elle a fait une pause. Peut-être que tu pourrais ne pas mentionner ton travail. Ou si tu le fais, reste vague. Pourquoi ferais-je ça? Ma puce, tu sais que Marcus travaille dur pour maintenir une certaine image. Avoir des membres de la famille à des postes moins impressionnants, ça ne donne pas une bonne image. J'ai senti la vieille brûlure familière. Mon travail est parfaitement respectable, maman. Bien sûr qu'il l'est, pour toi. C'est juste que ces gens sont des capital risqueurs, très riches, très prospères. Marcus a besoin de donner l'impression qu'il vient d'une famille de gens qui réussissent. Donc, je suis censé prétendre que je n'existe pas. Ne sois pas dramatique. Laisse simplement Marcus parler le plus. C'est son jour de gloire. J'ai raccroché, assise dans mon bureau à domicile, qui valait plus que leur maison au bord du lac s'ils l'avaient su, et j'ai fixé mes écrans. 3 moniteurs, suivis de portefeuilles en temps réel, rapport d'investissement, analyse de marché. Sur l'écran central, les résultats trimestriels d'Anderson Manufacturing brillaient. Mes 127 millions de dollars performaient exactement comme prévu. La valorisation de l'entreprise avait triplé. Marcus n'avait aucune idée que chaque décision majeure des 2 dernières années avait été guidée par mes représentants au conseil d'administration.
Aucune idée que l'investisseur anonyme étranger qui avait sauvé son expansion était sa sœur, prétendument incompétente en finance. J'ai pris une décision. J'en avais assez d'être invisible. Je suis arrivée chez papa et maman à 14 heures, avec une tarte achetée en magasin. Mon armure d'invisibilité. Le SUV Mercedes de Marcus était déjà là, ainsi que 2 autres voitures de luxe que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, la maison bourdonnait d'eau de Cologne coûteuse et de conversations d'affaires décontractées. Marcus se tenait au centre du salon, tenant la cour avec 3 hommes en pull de marque. Rebecca, maman m'a intercepté avec un sourire crispé. Tu es là. Marcus a des invités importants. Peut-être que tu pourrais m'aider dans la cuisine. Traduction, reste hors de vue. Bien sûr, maman. J'ai passé l'heure suivante à préparer des légumes et à me rendre utile, tandis que la voix de Marcus portait depuis l'autre pièce. Avons conclu l'affaire le trimestre dernier. Levé de 127 millions de dollars en capital d'investissement, ça a complètement transformé notre trajectoire. C'est impressionnant, a dit l'un des invités. Investisseurs étrangers, fonds de capital investissement, très sophistiqués. Ils ont reconnu ce que j'étais en train de bâtir et ont voulu en faire partie. J'ai découpé la dinde avec plus de force que nécessaire. Le dîner fut la même performance. Marcus en bout de table, à la place de papa, flanqué de ses invités d'honneur. J'étais reléguée à l'autre bout, à côté de tante Carole et de son mari ennuyeux. La conversation est restée fermement dans le domaine de prédilection de Marcus, tendance de l'industrie, analyse de marché, stratégie d'expansion. Il parlait avec l'assurance de quelqu'un qui avait tout construit lui-même. Son directeur financier, David Chin, était assis au milieu de la table. J'ai croisé son regard une fois. Il semblait mal à l'aise. David savait. Il était l'un de mes représentants au conseil d'administration d'Anderson Manufacturing. Il m'envoyait des rapports hebdomadaires depuis 2 ans. Nous avions convenu de ne jamais reconnaître notre lien lors des événements familiaux. Mais ce soir, en regardant Marcus se pavaner et pontifier, je voyais la mâchoire de David se crisper. Marcus, a dit l'un des investisseurs, je dois vous demander, quelle est votre expérience en modélisation financière avancée? La structure de capital que vous avez mise en place est inhabituellement sophistiquée. Marcus n'a pas sourcillé. J'ai toujours eu une aptitude naturelle pour les chiffres. Certaines personnes voient simplement des schémas que les autres manquent. J'ai posé ma fourchette. Rebecca, a dit Jennifer d'une voix forte, essayant clairement de détourner l'attention des affaires, comment va ton petit boulot? Toujours à faire de la saisie de données? La table est devenue silencieuse. Je fais de l'analyse, ai-je corrigé tranquillement. De la modélisation financière, en fait. Marcus a ri. Rebecca pense qu'elle fait de la modélisation financière. Elle traite des rapports. Moi, je crée les modèles. Ma chérie, a interrompu papa, n'ennuyons pas les invités de Marcus avec les détails du travail. L'une des investisseurs, une femme aux yeux vifs nommée Patricia, m'a regardé avec intérêt. Quel genre de modélisation? Analyse prédictive, optimisation de la structure du capital, gestion des risques, elle ne comprend même pas ce que ces mots signifient, a coupé Marcus, sur un ton enjoué mais cinglant. Rebecca essaie toujours de paraître impressionnante. C'est adorable. La table a ri. Un rire social et poli, qui tranchait comme des lames de rasoir. Elle ne sait même pas tenir un carnet de chèques, a annoncé Marcus, souriant à son public. J'ai essayé de lui enseigner les principes de base de la comptabilité 3 fois. Ça ne rentre pas. Papa a hoché la tête. Il y a des gens qui ont la bosse des maths, et d'autres non. Il n'y a rien de mal à ça. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Pas de la colère, pas encore. Quelque chose de plus froid, de plus précis. J'ai continué à manger ma dinde, des bouchées mécaniques. Pendant ce temps, Marcus continuait, la différence entre quelqu'un comme Rebecca et de vrais professionnels des affaires, expliquait-il à son auditoire captivé, c'est la compréhension de l'effet de levier, de l'efficacité du capital, de la structuration stratégique de la dette.
Des instruments de dette convertibles avec représentation au conseil d'administration et des clauses de défaut, ai-je dit doucement. Marcus a cligné des yeux. Quoi? Vous expliquez les structures de capital sophistiquées, ai-je poursuivi, la voix égale. Je suppose que vous faites référence au billet convertible de 127 millions de dollars avec l'investisseur anonyme, celui avec l'option de conversion à 18 mois et les 3 sièges au conseil. Le silence s'est abattu sur la table. Le sourire de Marcus a vacillé. Comment sais-tu ça? Les clauses de la dette sont assez standards, ai-je continué. Ratio de maintenance, restrictions sur les dépenses d'investissement, dispositions en cas de changement de contrôle bien que la décote de conversion fût généreuse. 22,5% en dessous de la valeur de marché au moment du déclenchement. David Chin était devenu très immobile. Patricia me fixait avec une fascination non dissimulée. Marcus a retrouvé sa voix. Tu ne fais que répéter des choses que tu as entendues. La couverture par bon de souscription était intéressante aussi, ai-je ajouté. Une protection anti-dilution totale de type full ratchet. C'est agressif pour une entreprise de votre taille. Votre investisseur anonyme doit avoir de sérieuses inquiétudes concernant le risque de dilution. Rebecca, a sifflé maman. Ce n'est pas approprié. Mais, je suppose que quand on investit 127 millions de dollars, ai-je continué, on veut des garanties, surtout avec votre taux de consommation de trésorerie. Le visage de Marcus était devenu rouge. Tu ne sais rien de notre consommation de trésorerie. 3,2 millions de dollars par mois, en baisse par rapport à 4,1 millions après la restructuration du deuxième trimestre. C'est mieux, mais toujours préoccupant compte tenu de vos obligations de service de la dette. Les yeux de Jennifer s'écarquillèrent. Marcus avait l'air comme si je venais de le gifler. Où obtiens-tu ces informations? A-t-il exigé. J'ai souri. Je lis. Ce sont des données confidentielles de l'entreprise. Vraiment? Les termes de l'investissement exigent une divulgation trimestrielle aux parties prenantes. Je ne fais qu'observer des informations publiquement disponibles. C'était un mensonge. Mais il ne pouvait pas le prouver sans admettre qu'il ne savait pas qui avait accès à quoi. Un des investisseurs s'est penché en avant. Vous comprenez clairement les financements complexes. Que faites-vous, déjà? Je travaille pour le gouvernement, ai-je dit simplement. Très ennuyeux. Ça n'a pas l'air ennuyeux. Marcus a frappé la table de sa main. Assez. Rebecca, tu te ridiculises. C'est mon dîner, mes investisseurs, mon entreprise. Vraiment? Ai-je demandé doucement. Quoi? Ton entreprise? Propriété unique. C'est ce que tu as dit à tout le monde, n'est-ce pas? Que tu as bâti cet empire toi-même. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Parce que d'après ce que je comprends, ai-je poursuivi, la dette convertible de l'investisseur anonyme a une clause de conversion assez agressive. Un manquement à n'importe quelle clause, un jalon manqué, et voici la partie intéressante, un non-respect des normes de gouvernance convenues, et cette dette se convertit automatiquement en action, avec cette fameuse décote de 22,5%. J'ai fait une pause, regardant la couleur quitter son visage. Étant donné votre valorisation actuelle et les conditions de conversion, cela donnerait à l'investisseur quoi? Environ 73% de participation? Ce qui ferait de lui non seulement un actionnaire majeur, mais l'actionnaire de contrôle. Le véritable propriétaire. David Chin fixait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Patricia avait posé son verre de vin. Marcus a retrouvé sa voix. Tu n'as aucune idée de ce dont tu parles. Ah non. J'ai sorti mon téléphone. Je continue à manger ma dinde pendant que tu donnes des leçons de commerce aux gens. Mais tu sais ce que je faisais, en réalité? Je lui ai montré mon écran. Le message que j'avais tapé, mais pas encore envoyé. Retirer la totalité des 127 millions de dollars d'Anderson Manufacturing. Accélérer la conversion de la dette. Exécuter les clauses de changement de contrôle. En dessous, le nom de mon contact, Blackstone Venture Investment Management.
Le téléphone de Marcus a commencé à sonner. Puis celui de David Chin. Puis celui de son directeur financier depuis l'autre pièce où il chargeait. Marcus a fixé son écran. C'est le président du conseil d'administration. À 20h un soir de Thanksgiving? Pourquoi le président du conseil? Il a répondu. Allô? Oui, c'est lui. Quoi? Que voulez-vous dire par action d'un actionnaire majeur? Quelle notification d'investisseur? Son visage est devenu blanc en écoutant. Un retrait? C'est impossible. L'investisseur est à l'étranger. Ils ne peuvent pas attendre. Que voulez-vous dire par l'investisseur est national? Que voulez-vous dire par elle est? Il a levé les yeux vers moi. J'ai souri et pris une autre bouchée de dinde. Qui a autorisé ça? A hurlé Marcus dans le téléphone. David. David. David Chin a lentement levé la main. Je suis ton représentant au conseil, Marcus. Mais je suis aussi l'analyste principal de Blackstone Venture. Je suis leurs yeux et leurs oreilles chez Anderson Manufacturing depuis 2 ans. La table a explosé. Mais qu'est-ce qui se passe, bon sang? A exigé papa. Le visage de Marcus était passé du blanc au pourpre. Tu es en train de dire que Rebecca, que ma sœur, est ton investisseur majoritaire? Elle l'a toujours été, depuis le début, a confirmé David tranquillement. Les 127 millions de dollars, c'est son capital. La supervision du conseil, ce sont ses représentants. La restructuration stratégique qui a sauvé ton entreprise, ce sont ses analystes. Non, a murmuré Marcus. Non, c'est impossible. Elle travaille pour le gouvernement. Elle ne sait même pas tenir un carnet de chèques. Je sais, ai-je terminé. Tu l'as mentionné plusieurs fois, rien que ce soir, d'ailleurs. Jennifer avait la main sur la bouche. Maman avait l'air sur le point de s'évanouir. Patricia s'est mise à rire. Oh mon Dieu, c'est le meilleur dîner de Thanksgiving auquel j'ai jamais assisté. Le téléphone de Marcus a sonné à nouveau. Puis encore. Le son de ses notifications de mail est devenu un flux continu. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé désespérément. Que as-tu fait? J'ai posé ma fourchette. Tu veux savoir ce que j'ai fait? J'ai investi 127 millions de dollars dans une entreprise avec des fondamentaux solides, mais un leadership financier désastreux. J'ai structuré une offre qui protégeait mon capital tout en te donnant assez de cordes pour réussir ou pour te pendre. Pendant 2 ans, mon équipe a guidé chaque décision majeure par le biais de la représentation au conseil. Nous avons nettoyé tes désordres comptables, corrigé ta structure de capital, et évité 3 catastrophes distinctes dont tu n'as jamais eu connaissance. Je me suis levé. Et tout cela, chaque dollar, chaque décision, chaque succès dont tu te vantes, provenait de ta petite sœur financièrement incompétente. La pièce était plongée dans un silence de mort. La notification de retrait que tu reçois, ai-je continué, c'est moi qui retire mon capital. La totalité des 127 millions de dollars. Tu as 72 heures pour trouver un financement de remplacement, où la dette se convertira en action, à des conditions qui me donneront 73% de la propriété de ton entreprise. Ton empire. Ton héritage. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Lis tes contrats. David en a des copies si tu as perdu les tiens. Marcus a regardé David, désespéré. Arrête là. Tu travailles pour l'entreprise. Je travaille pour l'investisseur, a corrigé David. Je l'ai toujours fait. Et en tant que son représentant, je vous informe que la gouvernance d'Anderson Manufacturing est devenue intenable. Le PDG n'a pas la sophistication financière nécessaire pour gérer un capital de ce niveau de manière responsable. C'est de la folie, a dit Jennifer. Tu ne peux pas simplement, Rebecca ne ferait pas ça. Elle n'a pas ce genre d'argent. Elle a 680 millions de dollars d'investissements actifs dans son portefeuille, a dit Patricia. Elle avait sorti son propre téléphone, cherchant de toute évidence Blackstone Venture sur Google. Oh la vache, c'est vous. Vous êtes le Blackstone qui a soutenu Micronamic et l'acquisition de Tessa. Entre autres, ai-je confirmé.
Patricia a ri de nouveau. Nous essayons d'obtenir une réunion avec Blackstone depuis 6 mois. Notre fonds voulait co-investir dans l'affaire Morrison. Je sais, ai-je dit. Je vous ai refusé. Votre due diligence était bâclée. Le téléphone de Marcus a sonné encore une fois. Il le fixait comme si c'était une bombe. Tu devrais répondre, ai-je dit. C'est probablement ton avocat. Tu vas en avoir besoin. J'ai quitté ce dîner de Thanksgiving dans un chaos absolu. Marcus hurlant, maman pleurant, papa exigeant que je m'explique. Jennifer menaçant de poursuites judiciaires. Je suis sortie, suis montée dans ma Honda et suis rentrée chez moi. Mon téléphone a explosé de messages. Le groupe de discussion familiale implosait. Marcus envoyait des SMS désespérés, on peut en parler. Ne fais pas ça à la famille. Je suis désolée. D'accord. Je suis désolée. Trop tard pour les excuses. Le vendredi matin, le monde de la finance était au courant. Les nouvelles voyagent vite lorsqu'une position de 127 millions de dollars est liquidée. La réunion d'urgence du conseil d'administration d'Anderson Manufacturing a fuité dans les publications du secteur. Un investisseur anonyme se révèle être la sœur du fondateur, titrait un article. Un drame familial secoue une entreprise industrielle de 340 millions de dollars, lisait-on dans un autre. Marcus avait 72 heures pour trouver un financement de remplacement. Pendant le week-end de Thanksgiving, avec toutes les banques fermées et les investisseurs injoignables. Il n'a jamais eu la moindre chance. Samedi après-midi, mon avocat a appelé. L'équipe de Marcus demande une réunion d'urgence. Ils veulent négocier les conditions. Pas de négociation, ai-je dit. Les conditions ont été fixées il y a 2 ans. Il les a signées. Rebecca, c'est ton frère. C'est un PDG qui n'a pas respecté les normes de gouvernance. Les affaires sont les affaires. Dimanche soir, 71 heures après avoir envoyé l'avis de retrait, Marcus m'a appelé directement. Rebecca, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je m'excuserai publiquement. Je dirai à tout le monde que tu es brillante. Tout ce que tu veux. Je ne veux pas de tes excuses. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu comprennes ce que tu avais, et ce que tu as perdu. L'entreprise, le respect, ai-je dit tranquillement. Pendant 15 ans, je t'ai regardé me mépriser, te moquer de moi, m'utiliser comme ta tête de turc pour te mettre en valeur. Chaque réunion de famille, chaque dîner, chaque fête, j'étais ton exemple préféré de l'échec. Je ne voulais pas, si. Tu le voulais absolument, parce que ça te faisait te sentir supérieur. Ça rendait ton succès plus grand, comparé à mon échec. Silence au bout du fil. J'aurais pu t'aider, ai-je continué. Je voulais t'aider. C'est pour ça que j'ai structuré l'investissement de cette façon, pour protéger l'entreprise tout en te laissant le crédit du succès. Je suis resté anonyme parce que je ne voulais pas t'embarrasser. Alors pourquoi? Parce que tu n'as même pas pu me montrer un respect élémentaire lors d'un dîner de famille. Parce que tu devais faire ton numéro pour tes investisseurs en m'humiliant. Parce qu'après tout ce temps, tu me voyais toujours comme un rien. Rebecca, au revoir, Marcus. J'ai raccroché. Lundi matin, 72 heures et 14 minutes après mon avis de retrait, la dette s'est convertie en action. Je suis devenu propriétaire de 73% d'Anderson Manufacturing. Lundi après-midi, j'avais convoqué une assemblée générale extraordinaire. Mardi, Marcus était démis de ses fonctions de PDG. David Chin a pris la relève en tant que PDG par intérim. Marcus a conservé une participation de 22% et un siège au conseil d'administration. Un poste subalterne, sans autorité opérationnelle. Mercredi, mon avocat avait restructuré la gouvernance de l'entreprise. Nouveau statut, nouveau contrôle financier, nouvelle équipe de direction. Anderson Manufacturing ne s'est pas effondrée. Elle s'est stabilisée, puis a prospéré. En 6 mois, le chiffre d'affaires a augmenté de 34%. En 1 an,
nous avions décroché 3 contrats majeurs pour lesquels Marcus avait été trop désorganisé financièrement pour soumissionner correctement. L'entreprise que Marcus avait bâtie, mais qu'il ne pouvait pas maintenir, est devenue l'entreprise que j'ai sauvée. Je ne suis plus jamais allée à un dîner de Thanksgiving en famille. Maman a appelé chaque semaine pendant des mois, me suppliant de réparer les choses. Papa a envoyé des avocats avec des offres pour racheter les parts de Marcus. Les réseaux sociaux de Jennifer se sont tus après que plusieurs publications sur la trahison familiale se soient retournées contre elle lorsque toute l'histoire a fuité. Marcus lui-même a disparu de la scène publique. Aux dernières nouvelles, il avait pris un poste de vice-président dans une entreprise de taille moyenne en Ohio. Un emploi respectable, un bon salaire, mais rien de comparable à ce qu'il avait. Les chèques de dividendes trimestriels de sa participation de 22% dans Anderson Manufacturing ont probablement adouci la chute. Il gagne plus en revenus passifs qu'il ne l'a jamais fait en tant que PDG, mais il doit vivre en sachant que sa petite sœur est propriétaire de son héritage. Le fonds de Patricia a fini par co-investir avec moi sur 2 projets. Nous prenons un café chaque trimestre. Elle mentionne ce dîner de Thanksgiving au moins une fois par réunion. La meilleure due diligence à laquelle j'ai jamais assisté, dit-elle toujours. Te regarder démanteler l'ego de ton frère en temps réel. Une masterclass. David Chin est toujours PDG. Anderson Manufacturing est maintenant évalué à 890 millions de dollars. Mon investissement initial de 127 millions de dollars vaut environ 650 millions de dollars. Pas mal pour quelqu'un qui ne sait pas tenir un carnet de chèques. Les gens me demandent si je regrette, si j'aurais aimé gérer les choses différemment. La vérité, c'est que j'ai donné à Marcus toutes les chances. J'ai investi dans son entreprise anonymement, le laissant s'attribuer le mérite d'un succès qui venait de mon capital et de ma supervision. Je suis restée silencieuse pendant des années de mépris et de moquerie. J'ai joué la petite pour qu'il se sente grand. Mais le respect n'est pas négociable. La dignité n'est pas une option. Quand on passe 15 ans à être la tête de turc de quelqu'un, on apprend quelque chose de précieux. Le pouvoir, ce n'est pas de savoir qui parle le plus fort ou qui se tient au centre de la pièce. Le pouvoir, c'est de savoir qui signe les chèques. Le mois dernier, j'ai vu Marcus au mariage d'un cousin éloigné. Nous nous sommes salués poliment de l'autre côté de la salle. Il est parti tôt. Je suis restée, j'ai dansé, je me suis amusée. Plus tard dans la soirée, maman m'a coincée. Es-tu heureuse maintenant? Tu as détruit ton frère. Non, ai-je répondu. J'ai sauvé son entreprise. Il s'est détruit lui-même le jour où il a confondu mon silence avec de la stupidité, et ma patience avec de la faiblesse. J'en ai fini d'être sous-estimée, et j'en ai fini de me faire toute petite pour que les autres puissent se sentir grands. Je m'appelle Rebecca Anderson. J'ai 34 ans. Je gère un portefeuille de capital risque de 680 millions de dollars. Je possède 73% d'une entreprise industrielle valant 890 millions de dollars. Et oui, je sais tenir un carnet de chèques. En réalité, je sais équilibrer bien plus que ça.